Beaucoup de rentrées aujourd'hui, c'est aussi la rentrée du café sans filtre, rentrée pour les élèves francophones, c'est le sujet majeur du jour avec Joëlle Miquet, ancienne présidente du CDH et ministre de l'Enseignement, qui est aujourd'hui administratrice dans le réseau WBE. C'est votre invité. Bonjour Maxime Binet. Rebonjour Emmanuel et bonjour Joëlle Miquet. Bonjour. Vous avez donc été président de parti, vous avez également été ministre de l'Enseignement obligatoire. Vous qui avez lancé le pacte pour un enseignement d'excellence en 2015 avec une série de réformes importantes, avez-vous l'impression qu'on détricote ce fameux pacte avec ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Écoutez, moi je tiens énormément à ce pacte parce que je crois que c'est la plus grande réforme, c'est un train de réforme essentiel et vraiment important sur 15 ans qui doit dépasser les gouvernements, qui est porté par l'ensemble des acteurs avec une méthode de concertation et qui touche à la fois aux compétences, à l'inclusion, à la lutte contre le décrochage, au bien-être à l'école. Et évidemment, je tiens beaucoup à ce que ce paquebot arrive à son port et qu'il ne soit pas détricoté. Et vous avez la confiance de ça ou pas? Alors, la certitude qu'il n'y a pas un détricotage en l'air? En tout cas, il y a en tout cas de bonnes nouvelles, parce qu'en lisant toutes les interviews de rentrée, notamment de Madame Catini, j'ai bien vu qu'elle disait en tout cas, le pacte ne sera pas jeté à la poubelle. Le tronc commun, on va le faire. Donc, à partir du moment où les intentions sont là, et elles sont d'ailleurs très, très clairement écrites dans la déclaration de politique communautaire de la communauté française, que le pacte allait être mené à terme, je lance un appel vibrant, un encouragement à surtout le faire. Et surtout maintenant, après une année, évidemment, d'entrée en fonction, peut-être un peu de transition, un peu d'hésitation, ce qui est logique quand on arrive. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on rentre avec cette rentrée scolaire dans une année de décision claire par rapport à des sujets qui restent à trancher et qui, pour le moment, donne encore un peu un flou aux acteurs. C'est notamment la dernière année du tronc commun, la troisième. Voilà, où il faut vraiment. On ne sait pas très bien si elle ira jusqu'en troisième, d'ailleurs. Non, ça, je pense que c'est clair. C'est mis dans la déclaration de politique communautaire. Le tronc commun ira bien jusqu'à la troisième, avec un certificat de tronc commun à la fin. La question qui se pose, c'est de savoir, par rapport à tous les référentiels qui ont été déjà écrits, préparés, pour lesquels il faut des formations pour la première, deuxième et troisième secondaire, est-ce qu'on va adapter quelque peu les grilles pour avoir des activités plus orientantes, mais il faut trancher maintenant. D'accord, ce tronc commun, c'est l'une des réformes majeures de ce pacte que vous avez donc négocié en 2015. D'accord, il est prévu pour que ça soit jusqu'en troisième secondaire, que ça soit pour la rentrée 2028-2029. Est-ce que vous avez l'impression qu'on traîne quelque peu pour laisser traîner, pour peut-être abandonner cette réforme du tronc commun? En tout cas, rien n'a encore été décidé. Et c'est un problème, durant cette année. C'est pour ça qu'il est pour moi mini-1 et que je fais cet appel d'encouragement au gouvernement et comme l'ensemble des acteurs du pacte, pour que cette année maintenant, sans traîner du tout, parce qu'il y a urgence, on reprenne la méthode de concertation du pacte qui est un des fondamentaux. On se lance vraiment dans toute cette réforme systémique où on sait qu'on ne vient pas avec uniquement une petite réforme, mais surtout qu'on décide de la grille horaire de la troisième année du secondaire, parce que de cette décision dépendent les formations, les organisations des écoles et tout le monde attend, mais surtout de cette décision dépendent alors ce qu'on va faire des 3 prochaines années, les 3 dernières années du secondaire, à la fois la grosse réforme du qualifiant et celle de la transition. C'est une rentrée particulière, réforme dans le qualifiant. On touche quelque peu au pacte tout de même, avec le tronc commun qui va jusqu'en 6e primaire cette rentrée. On parle aussi du CDIE, inconnu sur les prépensions aussi des professeurs. Dans quel état sont les acteurs de l'enseignement, puisque vous représentez aussi à travers le WBE, ce réseau officiel, les acteurs de l'enseignement? Les acteurs de l'enseignement, et je m'en réjouis, sont tous demandeurs de garder le cap du pacte, sont tous demandeurs de continuer la méthode de concertation qui était très originale et qui est vraiment un des éléments fondamentaux de ce pacte. Et dès lors, ils ont envie de le continuer et de le porter. Donc, moi, vraiment, mon encouragement, c'est que l'on reprenne cette méthode, qu'on réhabilite tout le travail du comité du pacte, parce que c'est une réforme qui ne peut pas se décider seule d'en haut. C'est une réforme qui ne réussira que si tous les acteurs adhèrent, c'est-à-dire les parents, les directions d'école, les syndicats. Il faut retrouver cet esprit-là. Attendez, Joëlle Miquet, j'ai l'impression que depuis, selon vous, que la nouvelle ministre, la ministre de l'Éducation obligatoire, à savoir Valérie Glatini,
est arrivé à son strapontin ministériel. Rien n'a été fait. Non, c'est votre impression ou pas? Non, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui ont été faites, bien évidemment. Mais vous demandez qu'on accélère le tempo. Mais je demande comme tout le monde, comme tous les acteurs. D'ailleurs, je pense que la ministre le sait très bien et elle l'annonce, donc tant mieux. C'est que maintenant, il faut prendre des décisions. On a communiqué, on a hésité, et c'est très bien, et c'est normal, je comprends. Maintenant, nous devons décider sur la 3e année du tronc commun. Il y a aussi toute une série de réformes qui attendent cette décision, comme je l'ai dit, à la fois les 3 dernières années du secondaire, mais aussi il y a tout le plan de lutte contre le décrochage scolaire qui a été reporté d'1 an, qu'il faudra mettre en œuvre. Donc il y a en fait encore un énorme boulot pour réussir cette réforme qui est essentielle. Et j'ai vraiment confiance en lisant les interviews sur la volonté d'avancer. Mais maintenant, il faut trancher. Voilà. Parlons aussi des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait qu'il y a un déficit important. Vraie question concernant les professeurs. Les professeurs peuvent-ils craindre qu'on touche à leur salaire en raison de cette mauvaise situation financière au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Écoutez, la situation de la communauté française, elle est simple. Elle dépense 15 milliards et elle a des recettes pour 13,5. Donc il y a 1 milliard, 3, 4, plus ou moins de déficit. Alors bien évidemment, non. Je crois que la ministre du budget et la ministre-présidente Elisabeth de Gries l'a bien redit, on ne va pas aller toucher au salaire des enseignants, on ne va pas toucher à des choses fondamentales. Alors qu'il y ait un peu d'optimalisation qui doivent être faites, qu'il y ait un travail d'économie complémentaire dans l'ensemble de la communauté française, sûrement. Maintenant, il y a toute une série de pistes. Il y a une meilleure articulation avec les régions. Au niveau de l'enseignement qualifiant, il y a des concurrences, il y a des doubles emplois, il y a des options où il y a peu de personnes. Les professeurs... On peut optimaliser sans aller toucher à l'essentiel, par exemple. Ne doivent pas craindre pour leur salaire. Non. J'ai envie de vous interroger sur une autre casquette que vous avez en tant que président du conseil d'administration de la RTBF. Est-ce qu'il y a un problème au sein de la RTBF avec le président du MR ? Ah, écoutez, ça c'est un peu, oui, ça a été un peu la saga de l'été. D'accord. Donc, voilà, tout le monde est au courant qu'il y a eu cette altercation. Le dossier de la carte PMR, oui. Voilà, avec notamment ici une journaliste de la RTBF. Donc, évidemment, moi je suis président du CA de la RTBF, donc c'est le CA qui tranche. Je ne vais pas anticiper des discussions qui, le cas échéant, peuvent avoir lieu. Ce que je tiens à redire, c'est ce qu'en fait ont déjà dit des mandataires locaux et maires. Voilà, évidemment. Il est tout à fait normal qu'on puisse, le cas échéant, se plaindre d'une couverture si elle est inexacte au niveau de la presse. C'est normal, la presse peut être faillible. Ici, dans le cas d'espèce, je ne sais pas s'il y avait une erreur ou pas dans l'article, je n'ai pas été jusque-là. 2, par contre, en se plaignant, voilà, est-ce qu'on parle comme ça aux gens en général? Est-ce qu'on parle comme ça aux journalistes? Évidemment que non. Ça, je pense que c'est largement partagé. Et je pense, en tout cas, en ce qui concerne la RTBF, qu'il faut vraiment réfléchir à des mécanismes, parce que ce harcèlement des journalistes de manière globale, c'est de manière vraiment globale, il existe, il se renforce de manière générale. Et donc je pense qu'il faut les protéger en clarifiant les chemins de plainte quand on se plaint d'une couverture, qui est des responsables qui prennent ça en charge. Est-ce qu'il y a une crainte vraiment envers le président du mouvement réformateur au sein de la RTBF? Écoutez, la RTBF est bien organisée. On défend la liberté d'expression, on défend la liberté éditoriale, on défend la liberté de la presse, et tout est mis en œuvre pour qu'elle ne soit pas atteinte. Donc ça, c'est évident. Merci. En tout cas, c'était le Café sans fil de Joël Milquet, le premier de cette saison. Merci, messieurs, dames. Bonne journée, Madame Milquet. Bonne journée.